Nous sommes en 1720. Imaginez un peu Marseille à cette époque. C'est la perle de la Méditerranée, le cœur battant du royaume de France. Une ville qui bouillonne de vie, de commerce, de richesse. Elle est, à bien des égards, au sommet de sa puissance. Mais ce que personne ne sait, ce que personne ne peut même imaginer, c'est qu'une menace invisible, silencieuse, est en train de voguer vers son port. Une menace qui va tout balayer et qui va transformer cette cité éclatante en une cité des morts. Voilà à quoi ressemblait Marseille à son apogée. C'était vraiment une métropole cosmopolite, vibrante d'énergie, où les ambitions n'avaient aucune limite. Grâce à la politique de Colbert, la ville était devenue un port franc, ce qui lui donnait un quasi-monopole sur le commerce avec le Levant. Le résultat, une population qui avait doublé, une richesse opulente, presque ostentatoire. La ville se sentait littéralement invincible. Et pour cause, elle était protégée par des décennies de prospérité et, surtout, par un système sanitaire que tout le monde considérait comme infaillible. 2 millions de livres. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ce chiffre représente à l'époque. C'est tout simplement colossal. C'est ça l'enjeu. Toute l'élite marchande de Marseille, les puissants échevins, les grands négociants, tout ce monde était animé par une ambition dévorante, une soif de profit inextinguible. Et c'est cette quête incessante de richesse qui, sans qu'ils s'en rendent compte, va devenir le moteur de la tragédie. Pour eux, chaque navire qui accoste est une promesse de fortune. Et chaque jour de retard, chaque jour de quarantaine, c'est de l'argent qui part en fumée. Alors, comment est-ce qu'une ville aussi cruciale se protégeait-elle ? Eh bien, elle s'appuyait sur un système qui semblait très élaboré, le système des patentes. C'était une sorte de passeport sanitaire pour chaque navire. Et il faut le reconnaître, ça avait fonctionné. Pendant 70 ans, Marseille avait été épargnée par la peste. 70 ans ! De là est née une immense fierté, une confiance qui frisait l'arrogance. Cette longue période de quiétude avait engendré quelque chose de très dangereux. Un sentiment de complaisance. La peste, c'était pour les autres. Et si d'aventure elle osait s'approcher, on saurait la maîtriser. C'est du moins ce qu'ils croyaient. Et puis, il y a ce navire, le Grand Saint-Antoine. À son bord, une cargaison qui vaut une fortune, des soieries précieuses, des balles de coton du Levant. Mais ce navire transporte autre chose, une cargaison mortelle. La chronologie de son voyage fait froid dans le dos. Le 5 avril, un passager turc meurt. Fin avril, c'est au tour du chirurgien du bord et de plusieurs marins. Le navire se transforme peu à peu en cercueil flottant. Quand il se présente devant Livourne, en Italie, on lui refuse l'entrée. Le motif est explicite, fièvre maligne et pestilentielle. Le signal d'alarme ne pourrait pas être plus clair, plus strident. Et pourtant, le navire met le cap sur son port d'attache, Marseille. Mais pourquoi ignorer des avertissements aussi graves ? Pour comprendre, il faut s'intéresser aux hommes dont le destin est lié à ce navire. Il y a le capitaine Château-d'Eau, bien sûr, qui subit une pression immense. De la part des marchands de Marseille, qui attendent cette cargaison avec une impatience fébrile, pour la grande foire de Beaucaire, le rendez-vous commercial de l'année. Et puis, il y a le personnage central, Jean-Baptiste Estelle. Il n'est pas n'importe qui, c'est le premier échevin de la ville, son premier magistrat, et il est aussi l'un des principaux propriétaires de la cargaison. Vous voyez le problème ? L'homme chargé de protéger la ville a un intérêt financier personnel et direct à ce que la cargaison soit débarquée au plus vite. C'est un conflit d'intérêts qui va s'avérer mortel. C'est là que tout va basculer. Sous la pression de ces puissants intérêts économiques, le bureau de santé de la ville prend une décision catastrophique. Normalement, un navire aussi suspect aurait dû être envoyé en quarantaine stricte sur l'île de Jars, loin de la ville. Mais non, on lui accorde une quarantaine plus souple. Et pire encore, on autorise le déchargement des marchandises. Ces ballots de tissu potentiellement infestés de puces porteuses de la peste sont transbordés et stockés dans les entrepôts de la ville. C'est fait. La porte de l'enfer vient de s'entr'ouvrir. Le profil a emporté sur la prudence la plus élémentaire. La suite était inéluctable. La maladie s'échappe des entrepôts et s'infiltre insidieusement dans le labyrinthe des ruelles insalubres du vieux Marseille. Le 20 juin, une femme meurt, puis une famille entière, rue de l'Escale, puis une autre. Et on commence à voir les signes qui ne trompent pas, les terribles bubons. Des médecins sur le terrain, comme le docteur Sicard, reconnaissent immédiatement leur ennemi et tirent la sonnette d'alarme, mais ils se heurtent à un mur de déni de la part des magistrats. Ironiquement, la première réaction officielle et ferme viendra de l'extérieur. Le Parlement d'Aix, comprenant le danger, place Marseille sous un cordon sanitaire. La ville est désormais une prison. Au cœur de la catastrophe naissante, une véritable bataille fait rage. Une bataille de mots, de diagnostics. D'un côté, il y a la science, l'observation. Les médecins de terrain comme Peyssonnel et Sicard qui voient les malades et posent le seul diagnostic possible. C'est la peste. De l'autre côté, il y a la politique, le déni et le préjugé social. Les magistrats, avec la caution de leur chirurgien officiel, un certain Bousson, refusent de nommer la maladie. Non, ce n'est pas la peste, disent-ils. C'est une simple fièvre vermineuse, due à la mauvaise alimentation des pauvres. C'est une façon de blâmer les victimes. Et surtout, de ne pas avoir à arrêter le commerce. Pour discréditer les médecins qui disent la vérité, les autorités vont jusqu'à la calomnie.
Cette citation, rapportée par un témoin, est incroyable. Les magistrats accusent les médecins de vouloir faire un Mississippi de cette affaire. Il faut comprendre qu'on est en pleine faillite du système de l'eau, le scandale de la bulle du Mississippi. En disant cela, il compare les médecins à des spéculateurs véreux qui créeraient la panique pour s'enrichir. C'est une campagne de désinformation d'une redoutable efficacité. Cette politique du déni devient officielle. Les échevins font placarder des affiches dans toute la ville pour rassurer la population, ce n'est qu'une fièvre commune, sans grand danger. Ce mensonge d'État crée un faux et tragique sentiment de sécurité. Les Marseillais continuent de se rassembler, de commercer, de se presser dans les églises. Et pendant que les autorités nient la réalité, la peste, elle, avance à une vitesse foudroyante, profitant de cette ignorance organisée. Et puis, le déni se fracasse contre la réalité. Fin août, le fléau atteint un paroxysme apocalyptique. 1000 morts par jour. Un chiffre qui dépasse l'entendement. À ce stade, la ville ne peut plus cacher l'ampleur de la catastrophe. Elle ne peut plus la gérer. Les rues, les maisons, tout n'est plus qu'un immense tombeau. Les mots de l'évêque de Marseille, Henri de Belsunce, nous plongent dans l'horreur absolue de la situation. Il écrit « J'ai été obligé de parcourir les rues, bordées des deux côtés de cadavres à demi pourris, rongés par les chiens. » C'est une vision de fin du monde. L'ordre social s'est complètement effondré. Ce n'est plus une ville, c'est un charnier à ciel ouvert où les vivants doivent enjamber les morts. L'effondrement qui s'ensuit est une désintégration totale. L'élite qui, par son avidité, a précipité le désastre, est la première à fuir, abandonnant la ville à son sort. Tout s'arrête. Le commerce, les tribunaux, les services publics. Les rues ne sont plus que des amoncellements de corps en décomposition. Dans un geste désespéré, on fait appel aux forçats des galères. On leur promet la liberté s'ils survivent à la tâche la plus macabre qui soit, nettoyer la ville de ses morts. La plupart y laisseront la vie. Mais dans cette obscurité totale, des figures de courage émergent. On en retient surtout deux formes d'héroïsme très différentes. Il y a d'abord l'évêque Belsunce, l'homme de foi. Il reste, marche au milieu des mourants, offre le réconfort spirituel face à une mort omniprésente. Et puis il y a le chevalier Rose, l'homme d'action. Ce noble pragmatique va utiliser son expérience militaire pour organiser, de manière quasi industrielle, l'enlèvement des milliers de cadavres qui empestent le quartier de la Tourette. Une tâche herculéenne et répugnante, mais absolument essentielle. Le coût humain final est stupéfiant. Ce graphique, dans sa simplicité, est peut-être le témoignage le plus brutal. Avant la peste, Marseille comptait environ 90 000 habitants. Après, en 1722, il n'en reste que 45 000. La moitié de la population a été anéantie. 45 000 vies fauchées. C'est une saignée démographique dont la ville mettra des décennies à se remettre. Au milieu de cette tragédie, un débat scientifique crucial faisait rage. La plupart des médecins de l'époque croyaient à la théorie des miasmes. La maladie se propagerait par le mauvais air, les émanations putrides. Mais une autre théorie, celle de la contagion, commençait à faire son chemin, suggérant une transmission par contact direct. La peste de Marseille allait devenir, bien malgré elle, un terrain d'expérimentation macabre mais décisif pour trancher ce débat. Et voici comment la science a progressé, sur un tas de cadavres. Un médecin de Montpellier, Antoine de Didier, arrive à Marseille. C'est un miasmiste convaincu. Mais confronté à la réalité du terrain, ses certitudes vacillent. Il mène alors une expérience révolutionnaire pour l'époque. Il prélève de la bile sur des victimes de la peste et l'injecte à des chiens. Les chiens meurent avec les symptômes de la peste. La preuve est faite. La maladie ne flotte pas dans l'air, elle se transmet par un agent physique. C'est une découverte majeure qui va changer pour toujours la façon de combattre les épidémies. La leçon politique tirée de ce désastre a été tout aussi profonde. L'échec total des autorités locales, dirigées par des marchands dont les intérêts privés ont primé sur la sécurité publique, a démontré une chose. La gestion d'une crise sanitaire de cette ampleur ne pouvait pas être laissée à des pouvoirs locaux. Cela a justifié une centralisation accrue du pouvoir royal. L'État a pris le contrôle, prouvant que seule une autorité centrale et forte pouvait imposer les mesures nécessaires, comme les cordons sanitaires, pour protéger l'ensemble du royaume. Et tout cela nous amène à une question finale. L'histoire de la Grande Peste de Marseille est celle d'une ville anéantie par un mélange toxique de complaisance, de déni et d'avidité. 3 siècles plus tard, cette tension fondamentale entre les impératifs économiques et les exigences de la santé publique reste d'une actualité brûlante. En regardant cette tragédie de 1720, on est bien forcé de se demander ce que nous avons vraiment, collectivement, retenu de cette terrible leçon.